Oui, c'est leur dire l'importance qu'a représenté pour la planète et pour les scientifiques, mais pas seulement pour eux, pour toutes les populations, l'adoption en septembre 2015 par l'ensemble des pays membres des Nations Unies de 17 objectifs du développement durable qui sont censés, à l'horizon 2030, cadrer l'action internationale, la coopération entre les pays du Nord, les pays du Sud, et s'attaquer aux grands problèmes qui menacent l'avenir de notre monde. Aussi bien les problèmes d'inégalité qui sont croissantes que les problèmes de limite de l'environnement planétaire attaqués par les atteintes à la biodiversité, les atteintes à la bonne santé des océans et des espèces qui y vivent, et bien sûr la nécessaire adaptation au changement climatique. C'est-à-dire que très clairement, ces objectifs du développement durable sont des compromis. Mais si ils avaient été uniquement négociés entre gouvernements, ou si on essayait aujourd'hui de les négocier, on obtiendrait des résultats beaucoup moins bons que ceux qu'on a obtenus en 2015. Et la raison pour laquelle les résultats ont été meilleurs que ce qu'on aurait pu attendre d'une négociation classique, c'est une conjoncture politique et économique. On sortait de la crise de 2008-2010, ce qui a incité à se poser des questions. C'est que la société civile était présente à différents degrés dans les négociations, mais c'est aussi beaucoup parce que des évidences scientifiques ont attiré l'attention sur des problèmes. Je donne juste deux exemples. Celui du GIEC, dont on a fêté aujourd'hui les 30 ans, qui effectivement a été crucial pour la prise de conscience du réchauffement climatique et de la nécessité d'y répondre, ou bien le fait que la lutte contre les inégalités et essayer d'arrêter la tendance actuelle à l'aggravation de ces inégalités, c'est une nécessité de justice sociale, mais c'est aussi une condition d'efficacité économique, une condition de la lutte contre la pauvreté et d'ailleurs une condition de réussite de la plupart des autres objectifs du développement durable. Ce qui est sûr, c'est que, on le voit bien dans le cas du climat, si la science se contente d'être un lanceur d'alerte, elle joue un rôle important, mais pas suffisant. Aujourd'hui, si on veut changer les trajectoires de développement dans un sens plus durable et plus juste, entre les pays et dans les pays, il faut aussi trouver des solutions. Je vous donne un exemple. La sécurité alimentaire est un des objectifs des ODD. Mais si, pour y arriver, on continue dans la lignée des 50 ou 60 dernières années en matière d'amélioration de la productivité agricole, qui a été obtenue principalement en augmentant les intrants chimiques, pesticides et engrais dans l'agriculture, on va à la catastrophe. Aujourd'hui, les Chinois sont en sécurité alimentaire, mais ils utilisent par hectare 70% de plus de produits chimiques que la moyenne. Il faut qu'ils changent de modèle, ils en prennent conscience, et là, ça veut dire qu'en lien avec les communautés paysannes, en lien avec les différentes autorités, parfois aussi peut-être en conflit avec certains intérêts, il faut inventer et pratiquer de nouveaux moyens d'améliorer la productivité agricole par l'agroécologie, par l'amélioration génétique de la qualité des semences, des choses de ce type, en comprenant mieux les processus d'interaction entre les différentes composantes de l'environnement pour trouver des solutions gagnant-gagnant. Et à l'inverse, on peut, de cette façon-là, avec le même caillou, toucher plusieurs cibles. Par exemple, nous avons une initiative qui a été beaucoup portée par les scientifiques français et francophones africains, qui s'appelle le 4 pour 1000, où l'idée c'est que si on augmente la capacité des sols à mieux capter le CO2, d'un pourcentage finalement assez modeste, 4 pour 1000, on va non seulement augmenter la capacité de capter les gaz à effet de serre et notamment le CO2, donc on contribue à réduire l'effet de réchauffement, mais du même coup, et sans passer par des engrais chimiques, on améliore la productivité agricole. Donc on fait d'une pierre deux coups, si vous voulez, ou même plusieurs coups. Alors bien sûr, ça implique que sur un certain nombre de sujets, il faille éventuellement changer les trajectoires technologiques. Aujourd'hui, l'accès à l'électricité, c'est pour la plupart des chefs d'État africains ou asiatiques
un peu l'équivalent de ce qu'était la ligne, le nombre de chômeurs ou le seuil de chômeurs pour le président de la République française. Hein. C'est là-dessus qu'ils vont être jugés par leur population et éventuellement être élus ou pas réélus. Si la solution à cela, qui est d'ailleurs un des objectifs des ODD, c'est en multipliant les centrales au charbon, on a un peu raté par rapport aux autres objectifs de développement durable. Donc évidemment, ça veut dire assurer la transition énergétique, les renouvelables, et ça implique de réduire un certain nombre de verrous économiques, sociaux, culturels, mais aussi des verrous technologiques, dans le cas considéré en matière de stockage des énergies renouvelables. L'intérêt, mais aussi la limite des ODD, c'est que c'est un cadre pour l'action multilatérale, mais qu'on est dans le cadre des Nations Unies, qui est le cadre naturel pour ça. Mais en même temps, on sait très bien, et les gens qui travaillent aux Nations Unies ou les responsables des délégations aux Nations Unies que je côtoie dans mon travail d'expert le reconnaissent bien volontiers. C'est pas un cadre qui est extrêmement efficace pour régler des solutions. Il n'y a qu'à voir les difficultés qu'ils ont en matière humanitaire ou en matière de maintien de la paix. Hein. Donc c'est pas forcément le cadre idéal pour mettre en œuvre le multilatéralisme dont nous avons besoin. Et des événements comme le retrait des Américains de l'accord de Paris, la méfiance croissante d'un certain nombre de pays par rapport à l'action internationale commune, à la solidarité internationale, vont dans le même sens. Mais en même temps, d'une mauvaise chose peut peut-être en sortir une bonne, et là, à sa place, la science a un rôle à jouer. C'est-à-dire que se construisent aussi des coalitions nouvelles dans lesquelles les solutions proposées par les scientifiques ou les analyses de la compréhension des causalités que proposent des scientifiques, ça peut aider à faire que des gens qui ne sont pas habitués à travailler ensemble, travaillent ensemble et dépassent les acquis idéologiques. Si on veut réussir la transition énergétique, il faut qu'une partie du secteur privé énergétique emprunte la voie du renouvelable. Si on veut lutter contre les inégalités, maintenir la stabilité économique mondiale, il faut trouver une façon d'introduire une finance durable, c'est-à-dire de changer les règles de fonctionnement de certains marchés financiers. Et ça, on ne peut pas le faire à coup d'anathèmes idéologiques réciproques. Les banquiers sont des méchants, les syndicalistes sont des bloqueurs de développement économique. Hein. On peut le faire en proposant des solutions nouvelles, innovantes, et sans être le seul élément, la science peut proposer des solutions qui rapprochent les points de vue et construire ces nouvelles coalitions d'acteurs. Je dois dire que moi j'ai travaillé personnellement dans le domaine de la santé et aussi des mathématiques appliquées et de l'économétrie, mais maintenant que je suis président de l'IRD, j'ai une vision plus large. Hein. J'y pense presque tous les jours en me rasant à ce que me racontent les scientifiques de l'IRD et d'autres. C'est vrai que sur toute une série de sujets, il y a de quoi être extrêmement inquiet. Pour la première fois dans l'histoire de la planète, nous ne sommes pas loin d'effets irréversibles qu'il va être difficile de rattraper par la façon dont jusqu'à présent l'humanité s'en est sortie, c'est-à-dire avec des sauts technologiques, des sauts sociaux, des mouvements migratoires massifs, des convulsions historiques, mais qui à chaque fois permettaient de progresser, malgré toutes les difficultés, malgré un prix parfois terrible à payer. Mais là, on est dans certaines limites planétaires et certaines limites sociales en matière d'inégalité qui font que si on ne change pas de trajectoire, l'avenir que nous prédisent beaucoup de travaux scientifiques est assez sombre. Mais en même temps, il y a beaucoup de raisons d'espérer qu'on puisse faire émerger ces coalitions nouvelles et ces nouveaux modes de développement. Alors, les premières questions, c'est qu'effectivement, il y a un mouvement important, et j'en ai été modestement partie prenante, par exemple, quand j'ai travaillé sur le sida ou sur la malaria, de ce qu'on appelle les sciences participatives ou communautaires, où effectivement, non seulement on essaye de transférer les connaissances, mais où on co-construit les projets de recherche avec les représentants de la société. Dans le domaine que j'évoquais du 4 pour 1000 ou de la modification des pratiques agricoles, si les chercheurs ne sont pas en permanence en lien avec les populations, ça ne marche pas.
Il y a un projet magnifique actuellement de nos collègues du CIRAD auquel l'IRD participe, parce que les fondations américaines avaient investi massivement pour améliorer génétiquement les semences et les plantes, les tubercules comme l'igname, l'équivalent de la pomme de terre, etc., qui sont la base du régime alimentaire. Ce n'est pas les 5 grandes céréales de la Révolution verte, c'est en gros les éléments de base du régime alimentaire. Et en même temps, ces plantes plus robustes, plus résistantes, plus productives, dans l'écrasante majorité des cas, n'étaient pas adoptées par les communautés paysannes, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas pensé à voir comment ensuite, dans les préparations culinaires traditionnelles ou pas traditionnelles, mais qui sont utilisées, les propriétés ne sont pas forcément les mêmes. Donc vous pouvez avoir un igname plus résistant, etc. Si quand vous faites une bouillie avec ça, ça va absolument pas avec le goût des consommateurs, après 2 essais, les femmes en Afrique, elles vont arrêter d'utiliser la variété. Et donc il faut passer, pour des raisons scientifiques et d'efficacité technologique, il faut changer complètement le raisonnement, il faut partir des préférences et de l'expérience du consommateur final pour remonter. Et on a des techniques aussi qui permettent, au niveau de l'échantillon, de tester non seulement la composition chimique, mais évidemment le potentiel gustatif ou ce genre de choses qui vont influencer le consommateur. Et moi j'ai vu bien sûr dans le domaine des maladies combien la mobilisation des personnes touchées ou de leurs proches ou des gens qui veulent les aider, peut jouer un rôle très, très, très important. Alors, ceci étant dit, en même temps, il y a des effets, comme toujours, négatifs de la technologie. Nous sommes aussi, probablement, dans la période de l'humanité depuis les Lumières, où la science, sans l'avoir demandé, se retrouve en première ligne de combats politiques qu'elle est obligée de livrer tout simplement pour maintenir son intégrité et son autonomie par rapport à tous les pouvoirs, mais sans forcément le vouloir. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'une partie des scientifiques sur le climat aux États-Unis, dont nous avons absolument besoin, sont censurés. Et qu'ils sont obligés de poursuivre leurs recherches quelque part undercover, comme on dit dans les films d'espionnage, c'est-à-dire sans utiliser le mot climat pour ne pas avoir des problèmes avec leur administration. On est à l'époque c'est ce que je dis en plaisantant, parce que je suis probablement un de ceux qui ont inventé le mot, le Trumpisme, c'est-à-dire le fait de n'accepter de la science que ce qui va dans votre sens, et pas les vérités qui vous dérangent. C'est évidemment une grande spécialité d'une partie de l'échiquier politique, très clairement l'administration américaine. C'est pas moi seulement qui le dis, c'est les scientifiques américains eux-mêmes qui souffrent en premier lieu de cela, mais c'est quelque chose qui peut être malheureusement partagé dans tous les coins de l'échiquier politique. Vous avez des gens qui sont tout à fait de l'autre bord, qui ne sont pas contents quand on leur dit qu'ils exagèrent certains problèmes. Il y a suffisamment de problèmes graves sur la planète pour ne pas en rajouter et être le plus objectif possible. Et donc effectivement, il y a un combat, il y a une dimension politique au sens noble du terme aujourd'hui de la vérité scientifique qui, non pas de notre fait à nous scientifiques, mais du fait de l'évolution des choses, nous met en première ligne, un peu comme les philosophes et scientifiques du XVIIIe siècle se retrouvaient à porter des changements qui se sont avérés révolutionnaires. Non, le table ronde de l'Arbois que l'IRD soutient, au-delà de ma participation, c'est quand même un événement de culture scientifique et technique qui est très intéressant, très important. D'abord pour la région Aix-Marseille, bien évidemment, mais au-delà, au plan national, voire international. C'est vraiment tout à fait exemplaire. Et le fait que la fréquentation ne cesse d'augmenter d'une année sur l'autre, quand j'en juge par la sur-saturation des amphithéâtres, ce qui fait d'ailleurs plaisir aux intervenants, le démontre. Ce qui est vrai, c'est que toutes les initiatives de ce type, elles touchent un public large, mais un certain type de public. Et que si on veut toucher les jeunes, il faut peut-être trouver d'autres formes d'action. Nous, à l'IRD, avec France TV5 Monde, on a une initiative que je trouve aussi géniale que les tables rondes de l'Arbois, mais qui ne mobilise pas le même public. C'est qu'avec des jeunes, ça s'appelle hip-hop, on les aide à réaliser des produits audiovisuels, des petites émissions de radio, des petits clips, des petites vidéos, pour discuter et débattre du développement durable et donner des informations
informations sur les problèmes et les solutions avec leur communauté, et ensuite c'est diffusé, y compris localement et même internationalement à travers TV5 Monde, hein, donc c'est pas rien. Et là, on a une mobilité, il y a des choses absolument formidables. On a des jeunes de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans qui vous font des reportages, des prises de conscience qui sont qu'on ne voit pas tous les jours dans les médias traditionnels. Donc, et là, il y a vraiment des jeunes qui sont mobilisés. Ça a commencé dans le Pacifique, c'est en train de s'étendre à l'océan Indien et peut-être à d'autres zones géographiques. Mais vous voyez, voilà. Donc peut-être qu'il y aurait peut-être à réfléchir au niveau de l'Arbois, à voir comment faire des initiatives en parallèle dans les écoles pour mieux mobiliser les jeunes.